Qui a donné pouvoir à Monsieur Jacquin, Madame Poulet Hélène qui a donné pouvoir à Madame Marin, Madame Novak qui a donné pouvoir à Madame Poulain. Nous avons, alors ils ne sont pas encore arrivés, Monsieur Mondin est arrivé, Monsieur Gabier aussi. Monsieur Amrani a donné pouvoir à votre serviteur, Aline Elouadin a donné pouvoir à Antoinette Thierry. Monsieur Fina s'est excusé, a donné pouvoir à Monsieur Houry. Madame Dominguez est excusée, Madame Pasquier est présente, Madame Nicole est excusée et sont absents Madame Satara et Monsieur Sodano. Voilà pour le tableau des présences de cette séance du Conseil. Je le disais tout à l'heure, mais peut-être pas bien entendu, je tenais mal le micro. Nous avons donc un ordre du jour assez chargé ce soir. Et donc nous allons commencer par la traditionnelle désignation du secrétaire de séance. Comme à l'accoutumée, ce n'est pas une surprise, je vais vous proposer, bonsoir Elisabeth, je vais vous proposer Madame David Teninck, Bénédicte de Prénom. Y a-t-il des abstentions, des contre? Unanimité, merci pour elle. Nous avons l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 4 avril dernier. Peut-être avez-vous des remarques, si vous avez pris le temps de lire ce compte-rendu. Pas de remarques. Donc, qui s'abstient, qui est contre? Je vous remercie. Je vais donc vous lire rapidement le compte-rendu des décisions prises que j'ai été amené à prendre dans le cadre de délégations que vous avez bien voulu m'accorder. La première décision est un marché public, lancement d'une procédure pour le raménagement des vestiaires du stade de Clément Petit pour un montant de 448 397 € toute taxe. Ensuite, nous avons donc affermi la tranche optionnelle numéro 1 du marché relatif au nettoyage des locaux de la vitrerie de la commune avec la société Sun Service, marché que nous avions déjà attribué. C'est une plus-value annuelle de 7 410 € hors taxe, 8 892 € toute taxe. Décision d'affermir les tranches optionnelles, toujours sur le marché de la société Sun Service, avec des plus-values numéro 1 et numéro 2, la première à 36 €, la deuxième à 756 € TTC, toujours pour le nettoyage des locaux de la vitrerie. Signature d'une convention de formation avec un organisme Opération Prévention pour 400 € net, formation donc sur l'incivilité qui a été organisée pour 12 participants. Signature d'une convention de formation avec l'organisme ACFV sur le recyclage pour 10 participants, 780 € net. Signature d'une convention de formation professionnelle avec l'organisme ACFV Consultant, toujours pour les sécurités au travail, recyclage pour 10 participants, 780 €. Avec la même société, une convention de formation, toujours habilitation électrique recyclage, pour nos électriciens des services techniques pour un montant de 380 € net. Signature d'une convention de formation, toujours avec le même organisme, pour 10 participants, c'est un montant de 780 €. Voilà. Signature toujours d'une convention de formation pour 1560 € pour 10 participants. Une autre formation, opération prévention, sensibilisation au risque professionnel pour 10 participants pour un montant de 600 € net. Signature d'un contrat de cession de droit pour un spectacle qui a eu lieu déjà, Pinocchio le musical à l'Espace Malraux, pour un montant de 7 490,50 € toute taxe. Signature d'une convention de mise à disposition d'un équipement communal pour l'occupation du domaine public avec le collège Parc des Tourelles, c'est à titre gracieux. Signature d'une convention de formation professionnelle avec l'organisme APAV pour un montant de 2 697,60 €. Et enfin, signature d'une convention de formation avec l'organisme Circuform Gestes et Postures pour 20 participants, pour un montant de 1440 € TTC. Comme vous l'avez compris, on forme beaucoup nos agents municipaux et c'est une bonne chose. Voilà ce que je voulais vous dire, et sans plus attendre, nous allons passer donc au chapitre finances avec nos traditionnelles demandes de fonds de concours à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France.
Sébastien, tu vas à la parole. Et je te disais tout à l'heure, Sébastien, et on partage ce moment, nous avons, chers collègues, fait un certain nombre de demandes de subventions. On a eu la bonne nouvelle aujourd'hui, puisque la DETR, dotation de l'État, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, nous ont accordé un peu plus de 20 et quelques mille euros de subventions pour des travaux pour l'école de Bois-Fleuri. On devait refaire les huisseries des portes. Donc nous n'avions pas mis cette recette au budget, n'étant pas certain de l'avoir. Donc c'est une bonne nouvelle que je vous fais partager ce soir. Sébastien, eh bien, on va essayer aussi bon avec la communauté d'agglo. Donc tu as la parole. Je veux bien. Bonjour à tous. Alors, pour la première délibération, c'est une demande de fonds de concours à la communauté d'agglo Roissy Pays de France pour le financement de travaux et d'achat de matériel de voirie. Donc, ce qu'on souhaite, c'est financer des travaux d'accès à l'école Simone Veil pour 46 675 €, du matériel de voirie pour 39 587 €, fourniture et pose de bornes rechargeables pour 12 420 €, la création d'un parking rue de Voisin pour 177 085 €. Ensuite, on a travaux de parking cimetière de Claye pour 25 000 €, divers reprises de chaussée pour 45 834 €, les travaux Carrefour RD 34 pour la voirie et la signalisation pour 200 000 €, l'enfouissement de réseau rue de Souilly pour 65 814 €. Tout ça fait un total de 612 415 € qui sera financé à 50% par les fonds propres, à hauteur de 306 207 € et l'autre moitié par une demande de fonds de concours à la CARF. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voté à l'unanimité. Ensuite, on a les demandes de fonds de concours, toujours à la communauté de l'agglo, pour le financement d'achat de véhicules. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'acquérir des véhicules pour l'administration générale pour 13 750 €, des véhicules pour les services techniques pour 13 334 €, des véhicules police municipale pour 34 766 € et des véhicules pour les espaces verts pour 112 500 €, ce qui fait un total de 174 350 €, financé à 50% par des fonds propres et à 50% par des fonds de concours à la CARF pour 87 175 €. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voté à l'unanimité. Ensuite, on a la demande d'aide financière dans le cadre de l'appel à projet collecte pour recyclage des déchets d'emballage ménagers issus de la consommation hors foyer. Donc là, il y en a pour 72 846 €. Alors, je crois que cette délibération, c'est pas pour moi, je crois. Je peux faire une erreur. Je crois que c'est Bruno Monti, cette délibération. Oui, c'est pour Bruno. Donc celle d'après, je crois que c'est celle pour le financement de travaux pour l'aménagement d'un self-service au groupe scolaire Maupertuis. Oui. Oui, Parce que il faut que tu repasses à la 6, Sébastien, si tu veux bien. Voilà. Hop. Demande de fonds de Voilà, concours pour le financement des travaux du CTM. Exactement, merci bien. Donc la communauté d'agglo finance par le biais d'un fonds de concours des investissements proposés par ces communes en soutien à l'investissement public. Donc il est proposé au conseil municipal l'opération suivante. Il s'agit de travaux d'aménagement du centre technique municipal pour 63 309 €. Des travaux de toiture au centre technique municipal pour 5 365, la mise aux normes d'assainissement pour 4 061 €. Donc il y en a pour un total de 72 735 €, donc financé à 50% par fonds propres et puis 50% de demande de fonds de concours à la CARF, donc ce qui fait un total de 72 735 €. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? Non ? Eh bien on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voté à l'unanimité. Alors, la numéro 7, et je crois que celle-ci, voilà, donc la dernière, c'est le demande de fonds de concours pour le financement de travaux pour l'aménagement d'un self-service au groupe scolaire Maupertuis. Donc, le montant de l'investissement est de 57 681 €. Il s'agit de l'aménagement du self-service, plus le matériel, 22 563 €. Donc, il est pour un total de 82 244, financé à 50%
50% par un fonds de concours de la CARF 40 122 et 50% par fonds propres. Est-ce que vous avez des questions? Non. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Voilà, je vérifie, mais je crois que c'est la dernière. Non. On a le badminton, oui. Pour le financement de la construction de cours de Du tennis. Donc on a le tennis. Donc on avait fait valider en séance du 1er février une demande de subvention de fonds de concours pour le financement de la construction d'un court de tennis et puis du foot. Et donc du coup la communauté d'agglo nous demande de repasser cette délibération pour séparer ces deux investissements. Donc on vous représente cette demande isolée pour le cours de tennis. Donc les travaux de construction terrain de tennis, je vous rappelle la dépense 974 549 € et 70 centimes. Donc on demande une subvention pour financer la construction de ces terrains de 97 454 € du conseil régional, un fonds de concours CARF pour 438 547 € et puis 438 547 € de fonds propres. Donc voilà comment on envisage le financement de la construction de ces terrains de tennis. Mais cette délibération vous avait déjà été présentée, hein, c'est simplement une nouvelle présentation pour isoler cette demande. Est-ce que vous avez des questions? Non? Eh bien je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci Sébastien. Voilà. Donc, tu as fini pour ta partie. Vous rappelez, mes chers collègues, que pour ce qui concerne cette demande de fonds de concours, effectivement, comme l'a précisé Sébastien, nous devions donc dissocier les deux projets. Vous rappelez que ce fonds de concours est pris sur une ligne particulière de la communauté d'agglomération dans le cadre de l'augmentation de la population, puisque ce qu'on avait pratiqué à l'époque pour l'école du Bois des Granges qui ouvrira ses portes au mois de septembre. Donc j'ai sollicité la communauté d'agglomération pour que ce fonds de concours exceptionnel nous soit accordé en plus de tous les fonds que nous avons demandés précédemment. Donc là, c'est uniquement lié à l'augmentation de la population pour permettre aux communes comme la nôtre de créer ces équipements publics. Et nous aurons donc l'année prochaine une deuxième salle pour la même chose, mais cette fois pour le stade, puisqu'on aura des travaux à faire aussi sur le stade. Donc, il fallait simplement vous repréciser cela. Et maintenant, Hélène, tu vas donc prendre la parole, toujours pour des demandes de subventions exceptionnelles qui ont été faites par la communauté d'agglomération dans le cadre d'un dispositif nouveau de fonds de concours d'investissement au sport. Alors, c'est une demande d'aide financière auprès de la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France au titre des fonds de concours investissement sport pour la réhabilitation des terrains de badminton au gymnase Henri Loison. Donc, la ville de Clessouilly souhaite effectuer des travaux de réhabilitation des terrains de badminton au gymnase Henri Loison en effectuant le remplacement d'une part de l'éclairage sportif, aujourd'hui vétuste et énergivore, et d'autre part des équipements usagés. Quand on dit équipements usagés, c'est les poteaux, les terrains. Le club de badminton compte aujourd'hui 216 adhérents pour une structure qui progresse d'année en année et pour laquelle le déroulement des Jeux Olympiques ne fera qu'accentuer le besoin de pratique de cette discipline. Le montant total des travaux inscrits au budget primitif de la commune a été estimé à 39 703 € et 6 centimes hors taxes. Les opérations envisagées par la commune sont susceptibles d'être éligibles à l'octroi d'une subvention de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France dans le cadre de son dispositif fonds de concours investissement sport. Le montant d'aide susceptible d'être attribué est plafonné à 50% du montant total des travaux, soit 19 851,53 centimes. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter la subvention correspondante auprès de la communauté d'agglomération Pays de Roissy de France dans le cadre des travaux annoncés conformément au plan de formation prévisionnel ci-dessous. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à... La réunion à la communauté d'agglo a déjà été faite pour valider ce budget et ce dossier, et elle a été validée par la communauté d'agglo. Bien, on va passer au vote.
Qui s'abstient? Qui est contre? Bon, on est toujours à l'unanimité pour ces sujets, ça paraît logique. Et comme le disait Hélène tout à l'heure, c'est vrai que ces aides exceptionnelles de la communauté d'agglomération viennent nous aider dans le cadre des Jeux Olympiques, viennent nous aider à la fois pour nos clubs, mais aussi pour nos animations. Et tout ça, ce sont des recettes qui n'étaient pas prévues au budget. Donc ça nous amène de bonnes nouvelles pour la suite. C'est des fonds exceptionnels qui ont été attribués par rapport aux Jeux Olympiques de cette année. Micro, puisque c'est maintenant, sauf erreur de ma part, Bruno Monti qui va donc prendre la suite. On va rebrancher le micro. Et voilà. Bruno, tu as la parole, là aussi, pour une demande d'aide financière. Oui, monsieur le maire, merci. En effet, il s'agit d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel à projet sur une formule collecte pour le recyclage des déchets d'emballage ménager issus de la consommation hors foyer. Vous n'êtes pas sans savoir que la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire intègre plusieurs dispositifs et objectifs portant notamment sur le développement du geste de tri en dehors du domicile, notamment la généralisation d'ici le 1er janvier 2025 de la collecte séparée pour le recyclage des déchets d'emballage pour les produits consommés hors foyer. L'objectif de cette collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boissons issues de la consommation hors foyer en vue d'atteindre les objectifs suivants en 2025, un recyclage de 77% des bouteilles en plastique pour boissons et en 2029, un recyclage jusqu'à 90% des bouteilles plastiques pour les boissons. La loi renforce également les obligations de tri et collecte séparée des déchets issus de la consommation courante dans les établissements recevant du public. Citeo est un éco-organisme agréé par l'État pour les filières des emballages ménagers et des papiers graphiques pour la période 2018-2023. Citeo est également depuis novembre 2020 une entreprise à mission. Adelph est également un éco-organisme agréé par l'État pour la filière des emballages ménagers pour la période 2018-2023. Leurs activités s'inscrivent dans une démarche d'intérêt général. Ils mettent en œuvre des actions destinées à aider les différents acteurs à atteindre les objectifs nationaux en apportant des services aux entreprises pour réduire les impacts environnementaux, en modernisant la collecte, le tri et le recyclage tout en maîtrisant les coûts et en mobilisant les Français pour recycler plus. C'est dans ce cadre que la ville de Clessouilly, collectivité en charge de la salubrité publique, peut s'inscrire pour candidater à un appel à projet lancé par Citeo et Adelph et ainsi bénéficier d'une subvention à titre du dit appel à projet baptisé Collecte pour recyclage des déchets d'emballage ménager issus de la consommation hors foyer. La subvention susceptible d'être allouée porte sur l'acquisition de corbeilles de rue destinées au tri, ainsi que sur des équipements d'implantation mobile pour l'espace public de type support de sac. Elle s'élève à 400 € hors taxe pour chaque corbeille de rue et de 100 € hors taxe pour les supports de sac. Ce dispositif permettrait donc à la ville de Clessouilly de s'équiper des 160 corbeilles de rue destinées au tri et des 16 supports de sac supplémentaires nécessaires pour couvrir de manière satisfaisante l'ensemble des territoires. Le montant total de ces acquisitions a été estimé à 72 846 € hors taxe et le montant de subvention accordé au titre de l'appel du projet s'élèverait à 65 600 € hors taxe. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la mise en œuvre du projet d'acquisition du matériel subvisé pour un montant total de 72 846 et d'autoriser le maire à faire acte de candidature auprès de Citeo et Adelph dans le cadre de l'appel à projet collecte pour recyclage des déchets d'emballage ménager issus de la consommation hors foyer et de signer le contrat de financement dans le cadre où son projet serait retenu, conformément au plan de financement précisé suivant. L'acquisition du matériel, 72 846, participation de Citeo et Adelph à hauteur de 90%, 65 800 €. Financement fonds propres reste donc 10% à hauteur de 7 246 €. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Passons au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Bénédicte à l'unanimité. Merci Bruno pour cette présentation. Là aussi et là encore, il faut profiter des opportunités de financement qui nous sont offertes. Là en l'occurrence, on parlait de tout ce qui était corbeille sur la voie publique notamment et aux abords des équipements. Donc c'est un bon moyen, d'inciter nos concitoyens à continuer à trier et puis évidemment d'équiper notre ville de réceptacles pour ces déchets recyclables. Donc merci pour la présentation. Nous allons donc continuer par une
une délibération que va nous présenter Bénédicte David Teninck, au-delà de son rôle de secrétaire de séance, sur on va dire une délibération assez classique sur la convention de garantie d'emprunt pour la construction de logements sociaux. Je te laisse la parole. Merci. Donc effectivement, procédure très classique. On vous demande d'approuver la convention de garantie d'emprunt avec le bailleur Trois Moulins Habitat dans le cadre de la construction d'un programme neuf de 60 logements, 40 financés en plus et 20 financés en PLAI. 60 logements qui sont construits sur le lot D49 de la ZAC du Bois des Granges. Donc ce sont des logements qui sont financés par un prêt de la Caisse des dépôts et consignations. Trois Moulins Habitat, le bailleur, donc sollicite la ville de Clé-Souilly pour garantir à 100% ce remboursement d'un prêt. Donc le prêt est d'un montant de 8 15 728 €, au taux en vigueur à la date de l'établissement de contrat pratiqué par la Caisse des dépôts et consignations. Conformément au Code de la construction et de l'habitat, en contrepartie de cette garantie d'emprunt, la ville sera bénéficiaire d'un contingent réservataire, contingent mairie, en proportionnalité du prêt garanti, à savoir 12 logements, soit, c'est très traditionnel, 20% des logements de ce programme. Voilà, on vous demande donc d'approuver cette convention et d'accorder au bailleur Trois Moulins Habitat la garantie de la ville jusqu'au complet remboursement de celle-ci sur l'ensemble des sommes et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention annexée. Y a-t-il des questions ? On va passer au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Unanimité, merci. Merci Bénédicte. Donc nous allons maintenant passer au rapport numéro 12 que je vais donc vous présenter. Il s'agit de notre adhésion au SIGEF, qui est le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France. Alors, je ne vais pas vous lire l'intégralité du rapport, mais vous rappelez que nous sommes tenus, donc les collectivités sont tenues d'appliquer les principes de droit de la commande publique. Et à ce titre, donc, les marchés d'énergie sont particuliers, notamment, et il faut notamment une efficacité importante qui est nécessaire sur les achats avec la régulation du secteur et notamment avec comme l'on dit, des actualités riches législatives et techniques. Alors, à ce défi qui est celui des collectivités territoriales, le SIGEF, donc, c'est l'acronyme du syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France, a mis en place donc une structure qui est ouverte aux acheteurs franciliens de gaz naturel, donc évidemment les communes comme Clé-Souilly. Le SIGEF donc, coordonne aussi depuis 2004, donc depuis 20 ans, un groupement de commandes qui rassemble à ce jour près de 500 acheteurs, généralement des collectivités territoriales, donc la région Île-de-France, les départements, des structures intercommunales, des établissements de santé aussi, des établissements d'enseignement, etc. Les volumes de gaz, donc évidemment, consommés par tous ces acheteurs est très important, puisque c'est 3 milliards de kilowatts par an, qui sont mobilisés. Et évidemment, les appels d'offres qui sont lancés sur des volumes permettent de tirer des prix nettement meilleurs du fait de la dynamique. Quand on fait des groupements d'achat, c'est toujours plus rentable. Et puis évidemment, sur l'échelle régionale, ça permet d'avoir une cohérence, on va dire, territoriale par rapport à ce type d'achat. Alors, on nous précise aussi, on vous a précisé que des services complémentaires sont mis à disposition par le SIGEF avec un accompagnement par les prestations d'efficacité énergétique auxquelles les membres du SIGEF, donc les communes ou structures adhérentes, peuvent avoir librement accès en fonction des besoins. À cela, on rajoute, alors comme on le fait déjà sur d'autres sujets, des outils de suivi mensuel, de consommation journalière, etc., etc. Tous ces services donc sont intégralement intégrés au groupement de commandes et mis donc à la disposition des membres du syndicat. Alors les services sont la stratégie d'achat, les évolutions et éventuellement des documents techniques administratifs sont donc pilotés directement par le syndicat et les membres restent néanmoins consultés à travers des enquêtes, des groupes de travail, des réunions, etc. etc. L'attribution des marchés se fait par des processus performants
et transparent, et une commission d'appel d'offres évidemment, avec la participation de plusieurs représentants du groupement en qualité de personnalité qualifiée. Ça nous permet donc évidemment, nous, collectivités, de s'affranchir de la gestion des procédures, tout en conservant évidemment la maîtrise du marché, parce que acheter de l'énergie, c'est très compliqué, de surcroît par les temps qui courent. Donc il convient de souligner que la mise en concurrence n'emporte aucune conséquence sur la qualité de l'énergie, puisque le gestionnaire de réseau, GRDF, sur le périmètre du groupement, est garant évidemment de sa mission, dans le cadre de sa mission de service public, relevant d'un monopole. Alors, pour la petite histoire récente, le marché de fourniture de gaz avait été confié à Engie depuis 2016 dans le cadre d'un dialogue compétitif portant à la fois sur l'exploitation des installations de chauffage et donc de l'achat du gaz. Ce marché arrive à son terme le 30 septembre prochain. Donc, évidemment, avant l'hiver, il conviendra, normalement vous en conviendrez, qu'il est nécessaire donc de pouvoir alimenter nos équipements en gaz. Et donc, il nous faut conclure un nouveau marché. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est extrêmement compliqué de faire un appel d'offres, je dirais, à une échelle comme une ville comme la nôtre. Et puis de surcroît, il faut une certaine technicité que nous n'avons pas en interne pour pouvoir juger de la pertinence de ces offres qui nous auraient été faites. Alors, on vous propose, donc vous l'avez compris ce soir, d'adhérer à ce syndicat, donc, qui permettra notamment de bénéficier du prochain marché d'achat de gaz naturel, de fourniture et de services en matière d'efficacité énergétique. Et ce marché prendra effet à compter du 1er janvier 2026. Ce qui veut donc dire que cette adhésion nous permettra, à partir du 1er janvier 2026, de bénéficier du nouveau marché de gaz, d'achat de gaz naturel. Alors, le montant de l'adhésion par an n'est pas très élevé, hein, c'est 2 201 € et 4 centimes pour être précis. C'est 18 centimes par habitant, révisable annuellement. Et on nous précise que la cotisation peut être divisée par 2 si le rapport entre le nombre d'habitants et la consommation de référence était strictement compris entre 10 et 20, et par 5 si ce dernier est inférieur ou égal à 20. Mais cette donnée ne sera connue évidemment qu'après étude des données de la ville par le SIGEF, c'est-à-dire à partir du moment où on aura adhéré. Pour la période transitoire, vous l'avez compris aussi, on va continuer à acheter du gaz parce qu'il va bien falloir chauffer nos équipements. Et donc, pour cette période du 1er octobre 2024 jusqu'au 31 décembre 2025, puisqu'on rentrera dans le cadre du SIGEF au 1er janvier 2026, la commune a donc confié à un assistant de maîtrise d'ouvrage, le cabinet énergie et services, la mission de consulter pour désigner le fournisseur de gaz pour cette période d'1 an et 3 mois, hein, en gros, voilà. Et donc ce fournisseur assurera la prestation de fourniture. Et donc vous l'avez compris là aussi, nous avions un marché global, on va dissocier les choses. Donc les prestations d'entretien des installations de chauffage seront, eux, réalisées par le biais d'un autre marché qui sera indépendant. Parce que, pour revenir à ce que je vous disais en préambule, on a tout intérêt à dissocier les deux et de bénéficier des tarifs et de la consultation beaucoup plus large et importante en volume qui seront proposés par le SIGEF. Vous aviez un document qui était joint, j'espère avoir été le plus précis et détaillé possible. Y a-t-il des questions sur cette adhésion ? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir un nouveau marché pour l'entretien de nos chaufferies, on va avoir un marché de 15 mois pour la fourniture du gaz jusqu'au 31 décembre 2025, et à partir du 1er janvier 2026, nous bénéficierons des tarifs évidemment préférentiels du SIGEF donc pour les années qui viennent. Il n'y a pas de questions, donc y a-t-il une opposition ? Y a-t-il vote contre, d'abstention ? Eh bien, je vous remercie pour votre vote à l'unanimité. Laurent, c'est à ton tour, si je ne m'abuse maintenant, pour quelques délibérations. Et notamment la première, c'est une délibération avec le SDES, mais on reste toujours dans les syndicats intercommunaux. Il était branché, voilà. Non, il n'est pas branché. Ah si, ça y est, c'est revenu. Excusez-moi, chers collègues, je vous retrouve. Oui, donc cette délibération, ça prend en compte effectivement des travaux d'enfouissement pour tenir compte des travaux qui sont réalisés actuellement sur la rue de Souilly,
Comme vous le savez, il y a des travaux qui sont importants, qui sont réalisés depuis maintenant 15 mois sur la rue de Souilly avec des enfouissements de réseaux d'assainissement. Et on veut en profiter pour faire l'enfouissement effectivement des réseaux téléphoniques sur les mêmes travaux qui vont être réalisés. Vous le savez que le SDESM, pour lequel on adhère, le SDESM, c'est le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, peut être représenté, enfin peut être le maître d'ouvrage de cette opération pour la réalisation, le suivi du chantier et en même temps amène une participation financière sur l'ensemble de ces travaux. Donc en juillet 2023, nous avions déjà délibéré une première fois pour un premier tronçon pour l'enfouissement de réseaux. Des travaux qui vont être réalisés en novembre prochain. Et cette délibération, ça concerne un deuxième tronçon, qui normalement devrait être le dernier, pour des travaux qui devraient être réalisés dans le courant du premier trimestre 2025, puisque normalement les travaux d'assainissement seront terminés à la fin du premier trimestre 2025. Donc ce qui est intéressant, c'est que pour tout ce qui est réseau basse et haute tension, le montant des travaux est de 99 052 €. La participation du SDESM en tant que maître d'ouvrage, mais en tant que financeur également, est de 39 621 €, ce qui est quand même pas mal. Ce qui reste à la collectivité, une somme de 59 431 € à notre charge. Concernant les travaux de réseau de communication électronique, malheureusement, le montant il est de 79 712 €, mais le SDESM ne participe pas à ce type de financement, donc restera à la charge de la collectivité le montant de 79 712 €. Voilà, et donc, comme je vous le rappelle, ces travaux devraient être réalisés sur le deuxième tronçon dans le courant et à la fin du premier trimestre 2025. C'est une friche industrielle, puisqu'il y a un certain nombre d'activités qui ont sévi sur ces terrains. Certaines, d'ailleurs, ne sont pas encore totalement achevées. Il y a notamment location de bennes, il y avait la vente de camping-cars et de caravanes. À l'époque, la ville, mais c'était donc il y a quelques années, vous l'avez compris, avait marqué son intention de conserver la maîtrise de l'évolution et puis d'éviter d'avoir des multitudes de petites opérations de promotion privée. Bien, alors après, on en pense qu'on en veut. Il n'y a pas eu de plan vraiment d'ensemble pendant ces 11 années qui sont passées. Il n'y a pas eu vraiment, par l'ancienne municipalité, de définition de véritable objectif parce que ce n'était pas visiblement la priorité, mais toujours est-il qu'on avait toujours cette épée de Damoclès, et je dis épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisque lorsque nous avons été élus en 2020, l'EFIF s'est évidemment manifesté auprès de moi et de mon adjoint, et puis de mon premier adjoint, je crois, à la première réunion, nous étions tous ensemble. Et donc, ils nous ont expliqué que le montage financier tel qu'il était fait devait nous imposer 350 logements. 350 logements, dont évidemment 30% minimum de logements sociaux à l'intérieur, soit de 105. Et puis le reste, donc à peu près 70% en accession libre. Alors, la première action qui a été la nôtre, évidemment, ces 350 logements, c'était irréalisable à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que ça nous faisait une hausse environ de 800 à 900 habitants supplémentaires sur ce quartier. Comme je le disais, alors, toutes les réunions publiques qu'on a pu faire, on ne peut pas non plus tout arrêter, mais il n'empêche que nous avons voulu faire une pause manifeste par rapport à l'urbanisation de notre commune. Et puis, nous avons aussi pensé au fait qu'il fallait qu'il y ait un vrai processus de planification qui puisse se faire. Évidemment, plutôt pour l'intérêt de la commune, plutôt que pour des intérêts particuliers ou des intérêts de promoteurs. Donc, fort de cela, nous avons fait une analyse un petit peu sur les besoins. Les premiers besoins qu'on a constatés, c'est que nos jeunes Cléois ont beaucoup de difficultés à se loger à Clé-Souilly. Malgré la crise aujourd'hui financière, il n'empêche que les prix d'achat sont beaucoup trop élevés et on a beaucoup de jeunes couples ou de jeunes gens qui sont obligés de s'éloigner de la commune. On a aussi évidemment les difficultés qu'on rencontre, et c'est pas mon adjointe qui est à mes côtés, à ma gauche,
qui est en charge des logements, savoir les difficultés qu'on a pour les jeunes actifs qui veulent quitter le cocon familial et qui veulent donc, dans le cadre d'un premier emploi, trouver un logement à un prix, on va dire, plutôt modéré et correct. Et puis, on le vit malheureusement, c'est dans l'air du temps. On s'en rend compte aujourd'hui, y compris dans les quartiers neufs, sur les séparations de couples qui, évidemment, une fois qu'ils ont acheté la clé, sont installés avec leurs enfants, et bien, se retrouvent confrontés à une difficulté pour retrouver, du fait de ces séparations, à retrouver 2 domiciles sur la commune. Et puis, on a aussi une petite partie de population de mal logés. Ça sera l'objet certainement d'un autre débat dans un autre conseil où on sera amené certainement à prendre des dispositions pour le mal logement, comme le font déjà pas mal de communes de la communauté d'agglomération. Alors, il nous fallait donc revenir sur des chiffres un peu plus raisonnables. 350 était évidemment pas envisageable, et donc on a fixé un maximum d'environ 200 unités pour qu'on puisse avoir un nombre d'habitants dans le quartier qui reste entre guillemets raisonnable, et sachant que par ailleurs évidemment la direction départementale des territoires, les services de l'État, on aura eu quelques difficultés à aller en dessous de 200 logements. Et puis au-delà de ça, il y a aussi évidemment l'équilibre financier de l'opération par rapport à l'achat des terrains et la capacité à construire dessus. Alors, beaucoup de choses aussi sont à dire, puisque la configuration en impasse de la rue de Paris, alors vous allez me dire, elle n'est pas en impasse, elle est à double flux, la rue de Paris, mais la rue de Paris, quand on regarde bien, quand on veut aller travailler à Roissy, quand on veut aller travailler sur Disney ou prendre l'autoroute, la seule sortie de la rue de Paris, elle va vers Meaux. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui habitent rue de Paris, aux Horizons, rue Mozart, etc., ils sont obligés de rentrer dans le centre-ville pour pouvoir s'échapper, soit vers le rond-point du Père Noël ou vers le rond-point du Dragon. Donc il faut envisager cela. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que j'avais expliqué moi au directeur de l'EPFIF, qui était évidemment pas très content que je lui dise que moi 350, ça ne nous convenait pas. On a déjà des rues surchargées. Alors vous allez me dire, avec 200 logements, ça va être surchargé malgré tout, mais ça le sera un petit peu moins. Et puis, évidemment, autre sujet, et c'est plutôt mon voisin de droite qui est sujet à cela avec Christine Poulain, qui est notre conseillère déléguée aux affaires scolaires, on a aussi la difficulté de nos équipements. Les équipements publics, 350 logements supplémentaires, 850 personnes, ça veut dire des familles, ça veut dire des enfants, ça veut dire des écoles. Les écoles du centre-ville sont saturées. L'école de Maupertuis tient encore un petit peu, mais il faut se rendre compte que dans la carte scolaire, ce quartier-là, évidemment, ces enfants-là vont sur Maupertuis, donc ça demandera nécessairement aussi une augmentation de la capacité de l'école. Et puis, évidemment, c'était tout l'objet des délibérations précédentes. Vous avez l'extension du stade, l'extension du tennis, les clubs qui n'ont pas assez de créneaux sportifs, etc., etc. Et puis, évidemment, on avait ensuite, en quatrième point qui nous paraissait majeur, c'était effectivement que le choix des logements devait apporter une variété de produits. Et je les ai cités tout à l'heure, je pensais notamment aux jeunes, que ce soit des jeunes qui sont déjà en vie active ou ceux qui commencent leur vie active. Alors, on a évidemment consulté. Vous vous doutez bien que les groupes et promotions privées, eux, étaient partis sur 350 et 200, ça ne passait pas. On a donc eu une proposition du groupe Action Logement. Alors Action Logement, c'est quoi? C'est en fait l'ancien 1% logement, 1% dit patronal, qui donc nous a proposé qui nous a fait une proposition qui nous paraissait intéressante. D'une part, pour répondre aux besoins des jeunes, 60 logements en accession à la propriété, c'est-à-dire 12 maisons et 48 appartements, ce qui permet donc à des jeunes de pouvoir faire leur premier achat, puisque ces dispositifs sont mis en place avec des prêts aidés de l'État, qui permettent donc évidemment par rapport aux valeurs du marché actuel des prix nettement réduits. Et donc l'intérêt aussi, c'est que les jeunes accédants, comme c'est le cas au Bois des Granges, sont au départ locataires
pour 12 ou 24 mois, et puis ensuite, ils vont lever l'option d'achat et ça leur permet de devenir propriétaires. Et donc, comme je le disais, cette expérimentation, puisqu'on a déjà 30 logements de ce type à Clé-Souilly, dans le quartier du Bois des Granges. Donc, on en a déjà une vingtaine, hein, Laurent, il nous en reste 10 dont la construction a commencé. Ensuite, on nous propose aussi une résidence pour les jeunes actifs, les jeunes qui se lancent avec des petits appartements. Et là aussi, ça rentre dans notre démarche. C'est-à-dire que, évidemment, si on a des grands logements, ça veut dire qui dit grand logement dit grande famille. Et pour tous ceux qui sont parents ou grands-parents, ils le savent, une fois que les enfants grandissent, vous avez au départ 2 voitures et vous vous retrouvez avec 4 voitures dans la rue. Donc on nous propose aussi donc, une résidence avec des petits appartements qui serait donc destinée uniquement aux moins de 30 ans, puisqu'on parle bien de jeunes actifs, et prioritairement à ceux de moins de 25 ans. Voilà, elle serait donc notamment accessible aux jeunes employés de la zone commerciale, puisqu'on a régulièrement des demandes, qu'ils soient cléois ou pas cléois d'ailleurs, mais on privilégiera les cléois pour ce type de petits logements qui permettent de démarrer dans la vie. Ensuite, nous avons aussi une proposition de logement intermédiaire. Alors le logement intermédiaire, c'est quoi ? Le Premier ministre en parle beaucoup. C'est les logements intermédiaires. Ce sont des logements à un tarif généralement qui sont collectés sur les grandes entreprises, c'est-à-dire Aéroport de Paris, Carrefour, Castorama, etc. Et Bénédicte, d'ailleurs, est en relation régulièrement avec Action Logement, puisqu'on a régulièrement des demandes de gens de Clé-Souilly qui peuvent travailler sur la plateforme, qui peuvent travailler sur la zone d'activité commerciale et qui cherchent ce type de logement. Alors, la grande question et le grand débat, mais est-ce que c'est de la com ou pas, c'est que vous avez dû entendre dire que le gouvernement s'était rendu compte que les maires étaient en grande difficulté avec le logement, et notamment le logement social, et que les maires deviendraient, je mets bien conditionnel, les présidents des attributions de ces logements, mais surtout que les logements intermédiaires, qui sont donc financés par le 1% patronal, permettraient, rentreraient dans le quota des logements sociaux, ce qui viendrait évidemment alléger la note, on en parlera tout à l'heure, pour les communes comme les nôtres qui sont carençables. Voilà. Ensuite, évidemment, on aurait, parce que c'est une obligation, des logements type logements sociaux qui seraient donc installés dessus. Et puis, on aura aussi une pension de famille de 25 chambres réservée aux personnes fragiles, notamment aux personnes âgées, aux personnes en difficulté sociale. Là encore, donc c'est aussi des petits logements, ce ne sont pas des logements, ce sont des chambres qui seraient mises à disposition. Là encore, on a pendant des années fermé un peu les yeux avec les Clé-Souilly, mais on a des gens en grande difficulté, qui soient d'ailleurs âgés ou pas âgés, sur Clé-Souilly, et ça serait un moyen, pour ce qui nous concerne, de les sortir de logements insalubres, ou de les sortir même de logements type logement locatif PLAI, c'est-à-dire logements sociaux, dans lesquels ils ne sont pas, pour des diverses raisons, ces logements-là ne sont pas adaptés. Voilà. Donc voilà en gros ce que nous avons, ce que l'on nous a proposé. Alors au total, ça représente 205 logements, voilà, dont sur les 205, et c'était ça qui nous taraudait, c'était qu'on ait 85 logements qui vont être des petits logements, pour éviter les grandes familles qui viendraient, comme je vous le disais tout à l'heure, venir... alors le terme d'encombrer n'est pas le bon, mais en tout cas qui viendraient aggraver notre situation dans les écoles, et puis qui viendraient, surtout pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure en ce qui concerne la circulation, qui viendraient rajouter encore un peu plus de désordre. Voilà. Donc au total, on passerait en gros de 850 par le projet qui avait été... lancé à l'époque de mon prédécesseur, on serait à environ 375 personnes, c'est-à-dire un peu plus de la moitié d'habitants dans ce quartier.
Voilà. Alors, ce qui est important aussi, et je l'ai expliqué parce que, et c'est tout l'intérêt de ces réunions que nous allons continuer à faire à compter de la fin de l'année et l'année prochaine, c'est d'expliquer à nos habitants quelles sont les règles et les contraintes qui vont peut-être évoluer, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que si, et moi je ne jette pas l'opprobre au gouvernement, s'ils arrivent à aller au bout de leur projet, ça sera un petit peu mieux pour les communes que ce que l'on vit aujourd'hui. Mais en tout état de cause, pour une commune comme la nôtre, de plus de 3500 habitants, et donc qui fait partie d'une grosse intercommunalité, je tiens à vous rappeler quand même on devrait avoir 25% de logements sociaux. Évidemment, vous vous doutez bien qu'on ne les a pas, pour deux raisons. La première, c'est que il y avait un choix qui avait été fait à une époque, et que je partageais d'ailleurs, on s'était dit, bon, on va éviter de faire trop de logements. Donc ça, c'était une bonne idée au départ, et on s'était dit, on va payer l'amende, et ça ira bien comme ça. Bon. L'État n'est pas idiot. La loi SRU qui a été votée met en place un décompte des logements sociaux sur les territoires communaux, et notamment le nôtre. Et donc, il y a un décompte qui est fait. Et c'est là où, quand nous sommes arrivés en 2020, nous avions d'ailleurs dit haut et fort qu'on allait réviser le PLU, parce que le nombre incroyable de logements, plus de 1100 logements qui ont été validés avant 2020, étaient tous des accessions à la propriété, donc sans avoir fait l'ENA ni Polytechnique. C'est facile à calculer, on se retrouve avec plus de logements en accession, et donc inévitablement on aggrave notre situation qui n'était déjà pas brillante en termes de logement social. Au niveau du PLU, je pense notamment à WAPCO et donc à EDF, nous avions pris les mesures nécessaires pour que ces zones-là restent en équipement ou restent en activité. Celle-ci, évidemment, on ne pouvait pas la modifier. Donc voilà, alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Bon, pour ceux qui étaient là aux mandatures précédentes, ils connaissent l'histoire par cœur. Ça a été un combat on a dit, ils sont arrivés en 2020, ça fait donc, ça fera 3 ans et demi de bataille acharnée pour arriver à trouver une solution. On est arrivé au bout, donc on va reprendre une année de plus pour réfléchir. Le contexte économique en plus ne favorise pas les choses, et c'est vrai que l'intérêt d'avoir des groupes comme Action Logement, c'est le fait qu'ils sont largement subventionnés comparé à des groupes privés, parce que je vous le cache pas, moi j'ai fait la tournée des popotes, alors c'est vrai que je suis pas trop un ami des promoteurs ni des aménageurs, mais j'ai quand même essayé de faire le tour. Et c'est vrai que l'équilibre financier en accession, aujourd'hui, totalement en accession avec un peu de logement social, sachant que je vous rappelle, si on était passé à 350 logements ou 380, on était à presque 110 logements sociaux, voilà, sur lesquels on n'avait pas la main, parce que ça aurait été des logements qu'on nous aurait imposés, notamment des grands logements, F3, F4, avec un nombre de familles conséquent. La vente de ce terrain, enfin en tout cas l'aménagement de ce terrain, nous ramènera à peu près 1 million d'euros à terme, quand le projet sera arrêté. Et d'ailleurs, le projet sera arrêté, mais avant qu'il soit arrêté, comme je l'ai dit aux gens qui ont eu la gentillesse et le courage de venir nous voir dans des réunions publiques ou même en dehors, que nous ferons lorsque nous aurons bien avancé sur le projet, des réunions d'information spécifiques pour les riverains les plus proches. Je veux qu'on évite de retomber dans les mêmes galères qu'on a vécues lorsque l'ancienne usine Fécom s'est transformée en 120 ou 140 logements avec vue sur les pavillons, ou lorsque Promogym, rue de Paris, s'est construit avec 65-70 logements avec vue sur les jardins. Et donc c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a eu la dernière réunion avec 3F qui a annoncé à peu près sa proposition, je leur ai bien expliqué que c'est un aménagement de la ville, c'est fait par la ville et pour la ville, et pas spécialement uniquement pour le promoteur. Voilà ce que je voulais vous dire. Des observations sur le sujet? Bien, je vais vous donc demander de vous passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie pour votre confiance. Et je le rappelle d'ailleurs, nous ferons, au-delà des réunions publiques, nous ferons
et je tiens là-dessus, Laurent, nous ferons, lorsque nous aurons bien avancé sur le sujet, une commission ou des commissions d'urbanisme pour justement présenter les choses de façon le plus objective possible. Voilà. Et on vous tiendra informé si le gouvernement actuel tient sa parole. Mais les politiques de droite comme de gauche, je ne sais pas si vraiment c'est un sport qui leur sied que de tenir les promesses qu'ils font. Bien, nous allons passer donc maintenant alors voilà, justement, et là encore, je le disais tout à l'heure, on va passer à l'ouverture du groupe scolaire Simone Veil, création de postes pour les filières techniques et animation. Là encore, et je le dis ce soir parce que vous l'avez remarqué, il y a un peu de public ce soir. Il y a du public dans la salle, on est content et on se sent moins seul. Peut-être qu'il y en a derrière leur écran. Je voudrais le dire parce que la communauté d'agglomération, c'est comme un partenaire très important pour nous sur le plan des finances. Parce qu'aujourd'hui, je tiens à le rappeler, ce groupe scolaire que nous avons, ça fait partie aussi des quelques cadeaux de la mandature précédente. Ce groupe scolaire, rappelez-vous, lorsque le nouveau conseil s'est installé, eh bien ce groupe scolaire de 7 millions, eh bien, on n'avait pas de subvention. Nous avions 0. Et donc, puisque nous allons ouvrir cette école après avoir suspendu les travaux tant que nous n'avions pas les subventions, eh bien, moi je remercie à nouveau officiellement, parce que c'est le conseil, je remercie le conseil départemental et son président Jean-François Parégy qui nous avait accordé très rapidement 1 million d'euros et la communauté d'agglomération qui, comme elle va le faire pour le tennis et le stade, nous avait accordé 800 000 euros, ce qui nous a permis quand même d'améliorer un petit peu nos recettes pour la construction de cette école qui est plutôt, je pense, jolie. Je pense que les enfants y seront bien. DGS a fait un ameublement de grande qualité, n'est-ce pas? Je pense que les petits seront heureux dans cette école et il me tarde de les voir rentrer, moi, pour ce qui me concerne, début septembre. Alors, pour ce faire, nous vous avons expliqué d'ailleurs à l'époque que nous avions fermé la maternelle de Grandchamp, qui restera pour une partie un centre de loisirs. Et donc nous avons, et c'était tout le travail de Christine Poulain et de Julien Boussange avec les équipes administratives pour refaire le découpage scolaire qui a permis, on a fait du sur-mesure pour que les habitants et les parents d'élèves choisissent leur école. Donc évidemment, il y en a beaucoup, Dieu merci d'ailleurs, qui ont choisi l'école du Bois-des-Granges, valait mieux. Mais il y en a un certain nombre qui ont choisi de rester sur Maris-Bastier, par exemple, pour des raisons de commodité. Et donc Julien et ses équipes ont fait du sur-mesure pour permettre de répondre au mieux aux parents d'élèves en fonction de leurs exigences. Et donc pour ce faire, une partie, donc évidemment les agents qui étaient dédiés à cette école de Grandchamp, maternelle Grandchamp, vont donc partir vers le groupe scolaire Simone Veil. Et donc, évidemment, nous aurons besoin d'effectifs supplémentaires. Là encore, ça revient à ce que je disais sur les FIF tout à l'heure, plus d'enfants, donc besoin de personnel. Et c'est du personnel technique, 3 postes au grade d'agent technique territorial pour l'entretien et la restauration, et puis aussi pour le périscolaire, parce qu'on a une vraie démarche sur le sujet pour accueillir les enfants en dehors du temps scolaire, 6 postes d'adjoint d'animation pour l'accueil périscolaire des élémentaires. Et encore, ça nous a limité notre surcharge en masse salariale, Julien, puisqu'on a réussi à composer comme cela. Donc voilà, donc on vous propose évidemment à la fois donc de la création des postes et puis ensuite de modifier le tableau des effectifs. Vous connaissez le principe, hein, en fait, en fonction des grades, eh bien, on fait des modifications, mais en tout état de cause, nous serons amenés à créer donc des postes, 6 postes d'adjoint d'animation et 3 postes, grade d'agent technique territorial. Voilà pour cette délibération. Il y a peut-être des questions, même si bon, tout ça c'est un peu logique. On va passer au vote. Je vous remercie avant que vous ayez voté. Personne ne s'abstient. Il n'y a pas d'opposition. Eh bien, nouveau vote à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup pour eux. Alors, on a aussi, tout à l'heure, lorsque je passais les décisions que j'ai été amené à prendre pour la formation, vous le savez, on a une politique aussi par rapport à l'avancement des grades de nos agents
qu'on a mis en place depuis, pas depuis 2020, mais depuis 2021, en fait, on a décidé de remettre un petit peu à jour les tableaux d'avancement parce qu'il y avait vraiment de grandes disparités et des agents qui devaient avoir des avancements qu'ils n'avaient jamais eu. Et donc, pour ce faire, donc, les avancements permettent donc aux agents qui le peuvent et qui le méritent d'avoir un avancement de grade. Donc, la filière administrative, on a un poste au grade d'attaché principal. On a 2 postes au grade d'adjoint administratif de première classe. Ce sont des agents, je crois, de mémoire qui avaient eu le concours. C'est bien ça, hein? Et puis, nous avons aussi pour la filière technique 3 postes au grade d'agent de maîtrise principale. Donc, et nous procéderons, comme nous le faisons régulièrement, à des suppressions de postes qui n'ont plus lieu d'être. Un poste de grade de technicien principal de 2e classe, 3 postes de grade d'adjoint technique principal de 2e classe et 2 postes au grade d'ADSEM principal de 1re classe. Ce qui veut dire que là, on crée des postes. Ça ne veut pas dire qu'on embauche. C'est simplement pour que des agents, les gens vont changer de grade. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non. Pas d'opposition, je suppose. Pas d'abstention non plus. Je vous remercie. Alors, nous avions... alors, cette délibération elle est extrêmement simple. On a eu en fait nous avions passé une délibération en décembre 2023, donc c'est tout récemment, qui vous avait été présentée, que vous aviez voté à l'unanimité d'ailleurs. Et en fait, il y a eu simplement une erreur matérielle, puisque, ça c'est le charme des copier-coller sur Word et autres, il y avait tout un pavé qui avait disparu. Et je vous le dis à coup, alors je plaide coupable, hein, parce que je suis le maire, donc je suis responsable de tout, n'est-ce pas? Ça m'a échappé, ça a échappé aussi à nos collaborateurs, à mon adjoint aussi en charge des ressources humaines qui est à ma droite. Donc on s'en excuse, mes chers collègues, et donc on vous redonne, donc d'ailleurs là on ne peut pas le louper, c'est sur les heures supplémentaires. Donc voilà, donc on vous rappelle les règles sur les heures supplémentaires. Et puis les circonstances exceptionnelles, les heures supplémentaires et donc l'octroi d'indemnités horaires subordonnées à la réalisation, que vous vous doutez, d'effectifs d'heures réellement faites supplémentaires, à la demande du service ou d'une autorisation préalable. Évidemment, seuls ces horaires-là, ces heures qui ont été identifiées, peuvent bénéficier d'une compensation, soit sous la forme d'un repos compensateur ou d'une indemnisation. Et donc le versement de ces indemnités pour travaux supplémentaires est donc subordonné à la mise en place de moyens de contrôle des heures supplémentaires. Voilà. Alors, la rémunération horaire est déterminée sur une base du montant de traitement brut annuel. Hein. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1820. Alors ça, c'est de la quincaillerie, si je puis dire. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et 1,27 pour les heures suivantes, dans les limites de 25 heures mensuelles et dans le respect des garanties minimales du temps de travail. Ce qui est un vrai sujet à clé suivie, puisqu'on a des services qui sont souvent très, très sollicités. Et en l'occurrence, notre banquier que je citais tout à l'heure à DGFiP fait de plus en plus de contrôles et demande aux collectivités justement d'être en mesure, parce qu'il fut un temps jadis où on octroyait des heures un petit peu, c'était un peu comme on disait vulgairement la prime de gueule, quoi, hein, on donnait 25 heures, 30 heures comme ça, etc. Aujourd'hui, ce qui me paraît logique, c'est des deniers publics. Et donc la DGFiP nous demande nous demande des contrôles, et c'est assez régulier d'ailleurs que notre service ressources humaines est sollicité là-dessus. L'heure supplémentaire est majorée de 100% évidemment lorsqu'elle est effectuée de nuit et des 2/3 lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Voilà. Et on explique que ces deux majorations ne peuvent pas se cumuler. Voilà. Voilà les grandes lignes. Le versement de ces indemnités est donc limité à 25 heures supplémentaires par agent. Alors, dans les circonstances très exceptionnelles et pour une durée limitée, les agents peuvent réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent mensuel sur une décision motivée de l'autorité territoriale avec information immédiate des représentants du personnel, etc., etc. Et là, en l'occurrence, ça peut arriver à titre exceptionnel, par exemple pour des situations d'urgence, lorsqu'on a des gros problèmes, inondations ou autres, ça peut s'expliquer comme ça. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet, sur ce paragraphe qui avait été omis. Y a-t-il des questions ?
Donc nous repassons cette délibération. S'il n'y a pas d'abstention ni de contre, nous repassons, Madame la DGA, une délibération complète. Voilà. C'est sympa en violet, hein, c'est joli. Merci à vous. Nous allons donc continuer, alors là, toujours en ressources humaines, sur la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué et conditions d'occupation du logement. Alors, on vous redonne en fait les deux grandes règles. C'est soit pour nécessité absolue de service. Donc ce sont des agents qui ne peuvent accomplir normalement le service sans être logés sur le lieu du travail. À certains emplois fonctionnels, certains directeurs généraux de services bénéficient de cela, donc c'est un avantage en nature qu'ils déclarent. Ou un collaborateur de cabinet, avec les SUI on n'en a pas, on est des artisans, on travaille sans. Et donc chaque concession de logement est donc dans ces cas-là, pour nécessité absolue de service, octroyée à titre gratuit. Par contre, les charges courantes, eau, électricité, vous vous en doutez, sont acquittées par l'agent. Alors pour l'autre nécessité pour occupation précaire avec astreinte, ce dispositif est réservé aux emplois tenus d'accomplir un service d'astreinte qui ne remplissent pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement pour nécessité absolue de service. C'est-à-dire c'est pas le type de logement que je vous expliquais tout à l'heure. Alors ce dispositif, par contre, lui, fait l'objet d'une convention à titre d'occupation précaire. Le logement est octroyé à titre onéreux, donc ce n'est pas gratuit pour le coup, à 50% de la valeur locative du dit logement. Et toutes les charges restent, comme le cas précédent, acquittées par l'agent. Voilà. Nous avions des délibérations précédentes. Les dernières dataient de 2017 et de juin et de novembre 2017. Le conseil municipal avait fixé la liste des emplois justifiant l'attribution d'un logement de fonction. Toutefois, donc, avec l'évolution de notre patrimoine communal et plus aussi l'organisation des services, il convient donc de prendre acte que ces changements et de remplacer la liste de ces logements. Il appartient donc maintenant de délibérer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué à titre gratuit ou moyennant une redevance en raison des contraintes. Et donc, pour ce qui nous concerne, il n'y aura pas de concession de logement pour nécessité absolue de service, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre ou d'agents qui pourraient en bénéficier et qui souhaitent en bénéficier d'ailleurs. Et nous aurions juste une convention d'occupation précaire avec astreinte, ici même, puisqu'il y a un logement ici au centre de loisirs, à l'accueil loisirs Planète Oxygène. Et là, l'emploi requis serait un emploi d'agent technique polyvalent qui donc travaillerait au service technique la journée et qui assurerait, moyennant ces avantages de 50% du loyer, une mission d'astreinte qui se limiterait à l'ouverture et la fermeture des lieux de la salle Planète Oxygène, qui accueille, comme vous le savez, du public. Ce soir, aujourd'hui, conseil, mais il y a aussi des activités culturelles, sportives, etc., qui ouvrirait, qui fermerait le parc Buffon, et puis évidemment qui sera alerté et qui pourrait vérifier en cas de déclenchement de l'alarme sur le site et aux abords. Voilà, donc on supprime la concession de logement pour nécessité absolue de service, et puis on maintiendrait un seul logement de convention d'occupation précaire avec astreinte. Alors, aussi bien pour le public que pour les collègues qui ne sont peut-être pas informés de la chose, il y avait effectivement, autant jadis, au-dessus des écoles, beaucoup de logements qui étaient loués, qui étaient utilisés par les enseignants. C'était ce qu'on appelait le logement de fonction des enseignants. Aujourd'hui, les enseignants ne pratiquent plus la chose. Et donc, pour éviter que ces logements soient vides, eh bien, on les a loués, très souvent d'ailleurs à du personnel, ce qui nous permet de faire de la recette, qui sont d'ailleurs inclus dans notre budget de recettes et qui permettent justement d'assurer l'entretien de ces logements, parce que les logements vides qui servent à rien, c'est un peu bête. Donc voilà, donc on n'a pour l'instant pas encore d'agents à loger à cet endroit, mais en tout état de cause, si vous m'autorisez, si vous délibérez pour cette délibération, eh bien nous pourrons proposer un agent ou de l'extérieur ou des services techniques ce logement dans ces conditions. Pas de questions, pas d'abstention. Je suppose qu'il n'y a pas de vote contre. Unanimité, je vous remercie. Et maintenant, je vais donc laisser la parole
pour quelques délibérations, il y en a quelques-unes, à notre adjointe en charge de la culture, Séverine Brouet-Huette. Tu as le micro. Merci, monsieur le maire. Alors, parle proche du micro, parce que je sais que tu as une petite voix. Oui. Voilà, Ça tu marche, parles hein. bien. Alors là, on va demander un petit peu d'argent concernant la médiathèque. Donc, la médiathèque de l'Orangerie a besoin de moderniser son infrastructure informatique, qui commence à fortement dater. Ce projet vise à mettre en place donc un système de câblage informatique répondant aux nouvelles normes. Il nécessite de créer une salle serveur pour centraliser les équipements informatiques et garantir une gestion efficace des données et des applications. L'infrastructure mise en place permettrait une évolution facile pour répondre aux besoins futurs de la médiathèque. Donc, le câblage structuré et la centralisation des équipements faciliteront ainsi la gestion quotidienne et la maintenance du réseau. Le budget prévisionnel se décompose de la manière suivante. Acquisition du matériel informatique pour 4 263,84 € TTC et la dépose et la création du nouveau réseau pour 25 066,08 € TTC, soit un montant global de 29 329,92 € TTC. Alors, les fournisseurs retenus seront CFI pour le matériel informatique, donc ça c'est dans le cadre de l'adhésion au CIPEREC, et l'Égide pour la dépose et le redéploiement du réseau informatique. Le financement sera assuré par la ville de Clé-Souilly et dans le cadre de la dotation générale de décentralisation, nous avons un volet informatique et numérique du concours particulier en faveur des bibliothèques qui peut prendre en charge jusqu'à 50% du montant hors taxe du projet. Donc en conséquence, une demande de subvention va être déposée auprès de l'État via la DRAC, c'est-à-dire la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France. Il est donc proposé au conseil municipal de solliciter auprès de la DRAC une subvention à hauteur de 50%. Donc sur un global de 24 441,60 €, on va solliciter une subvention de la moitié, soit 12 220,80 €. L'autre moitié restant à la charge de la commune. Donc on demande au conseil municipal d'approuver cette demande de subvention. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon. Qui est pour? Pour? Personne? Donc, unanimité? Merci. Alors, là, on est dans la continuité de la modernisation de la structure informatique de la médiathèque. Et là, on va mettre l'accent sur l'amélioration de l'accès à Internet par l'intermédiaire du réseau sans fil. Donc, l'accès au réseau Wi-Fi public ayant été supprimé depuis décembre 2022 pour des raisons de sécurité informatique, il apparaît essentiel aujourd'hui de pouvoir proposer aux usagers et aux prestataires intervenant à la médiathèque un réseau sécurisé et performant. Ce projet vise à l'installation de bornes Wi-Fi nouvelle génération. Donc, le budget se décompose comme suit. L'acquisition de bornes Wi-Fi, donc pour un montant de 5 040 € et 42 centimes hors taxe. Donc le fournisseur retenu est toujours CFI dans le cadre de l'adhésion du CIPEREC. Le financement sera assuré par la ville de Clé-Souilly conjointement avec le conseil départemental cette fois, dans le cadre du schéma départemental de lecture publique. Donc le conseil départemental peut subventionner le financement des bornes Wi-Fi à hauteur de 50% du montant hors taxe. Et pour conclure, le projet d'installation de nouvelles bornes Wi-Fi vise à créer une infrastructure moderne, évolutive, adaptée aux besoins actuels et futurs des usagers. L'investissement dans cette modernisation positionnera donc la médiathèque comme un lieu connecté qui est aujourd'hui incontournable pour une médiathèque. Donc, on propose de solliciter auprès du conseil départemental une subvention à hauteur de 50%.
soit sur le montant global de 5 040,42 €, une subvention à hauteur de la moitié, 2 520,21 €. Le reste à charge de l'autre moitié pour la commune. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon. Qui est contre? Abstention? Bon, unanimité. Merci pour la médiathèque. Soit dit en passant, on avait eu l'année dernière des subventions déjà du département. Oui, On fait bien partie sûr. aussi des, Pour l'installation de la boîte à Ouais, livres. tout à fait. Voilà, voilà. Alors, là, toujours, ça concerne toujours la médiathèque. La médiathèque, en fait, fêtera ses 31 ans en juin 2024. Donc, l'évolution de la population, la fréquentation, les usages nécessitant de repenser l'offre de services, l'agencement des espaces ainsi que les pratiques professionnelles des médiathèques. Un projet d'établissement a déjà été réalisé en 2014 par la directrice et présenté au conseil municipal. En 2019 et 2020, avant le Covid, l'équipe avait commencé à travailler sur un nouveau projet qui n'a pu aboutir en raison du renouvellement de l'équipe et aux différentes problématiques d'accueil liées au Covid. Cependant, il importe aujourd'hui de prendre du temps pour cette réflexion afin de pouvoir élaborer un projet culturel, scientifique, éducatif et social, le PCSES, pour la médiathèque de l'Orangerie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va un peu plus loin qu'un projet d'établissement. Le contexte cléois a changé, la population a augmenté et va continuer à augmenter, d'autres besoins apparaissent. À la suite de la signature de la convention pour le partenariat action culturelle avec l'agglomération Roissy Pays de France, de nouveaux projets enrichissent l'offre déjà assez dense de la médiathèque. Le développement de la zone d'activité shopping-promenade, la création du centre culturel Social Club et l'implantation de la clé digitale en centre-ville invitent notamment à réfléchir à l'offre de services proposée par la médiathèque, pour éviter de faire quelques doublons. Alors, le PCSES, c'est quoi? C'est par définition un projet culturel. Les bibliothécaires prennent en compte la diversité des modes d'expression et des publics. C'est un projet scientifique. Les bibliothécaires participent à des réseaux professionnels et développent des activités scientifiques. C'est un projet éducatif. Les bibliothécaires offrent un accès à l'information et à la connaissance et travaillent avec les acteurs de l'éducation, notamment en matière d'éducation artistique et culturelle. C'est aussi un projet social. Les bibliothécaires répondent aux besoins de la population d'un territoire et mènent des actions en concertation avec les acteurs des domaines sociaux et socio-culturels. Donc, le PCSES est un document indispensable et obligatoire pour obtenir des subventions de la Direction régionale des affaires culturelles et de la région. Donc, c'est vraiment incontournable. C'est un document cadre et stratégique, révisable et modifiable en fonction de l'évolution du contexte local par les élus, l'équipe, les services, les publics et les partenaires. Il permet une projection sur 5 ans. Il comprend un diagnostic de territoire du territoire de la bibliothèque, un diagnostic de territoire et de la bibliothèque sur le territoire, des axes stratégiques de développement, objectifs en matière de public, culturel, sociaux, éducatifs, un plan d'action, une projection des moyens financiers, matériels et humains, un échéancier et des méthodes d'évaluation. L'équipe de la médiathèque, les services de la collectivité ainsi que les partenaires extérieurs seront associés en fonction des étapes du projet. Un comité de pilotage suivra l'élaboration du PCSES et validera les grandes orientations et les actions. Enfin, la médiathèque départementale de Seine-et-Marne accompagnera le comité de rédaction en balisant les étapes, en relisant et en apportant son avis d'expert. On va être encadré parce que c'est un document assez complexe. À l'issue de cette rédaction, une aide financière de 10 000 € sera accordée par le conseil départemental de Seine-et-Marne. Et ces 10 000 €, on peut en faire ce qu'on veut, en fait. Voilà. C'est ça.
Donc la rédaction du PCSES s'échelonnera sur une durée de 9 mois à partir de mai 2024, donc c'est-à-dire à partir du vote d'aujourd'hui. À l'issue de cette période, un vote en conseil municipal sera nécessaire. Du coup, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à solliciter les techniques de la médiathèque départementale de Seine-et-Marne pour la rédaction du PCSES de la médiathèque de l'Orangerie. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez tout compris? Formidable. Donc les heureux élus du comité de rédaction vont être forcément les membres de la commission culture. On a déjà eu une réunion à ce sujet. Juste une remarque, on n'a que 7 mois, là, parce que s'il faut que ça soit terminé pour le 31 décembre, commission culture va devoir travailler cet été. Fini les vacances. Hein, on a déjà commencé à... Non, mais on a déjà une réunion de prévue avant l'été. Je plaisante pas, parce que mais si c'est pour le 1er janvier... c'est-à-dire que nous, en interne, on travaille, on a des fiches techniques, etc. Et ensuite, on présente à la commission un premier jet. Du coup, qui est contre? Qui s'abstient? Bon, unanimité, merci. Et la dernière, aujourd'hui la culture est à l'honneur. Alors, une délibération que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de la vente annuelle des documents exclus des collections de la médiathèque de l'Orangerie, donc notre braderie annuelle. Afin de proposer au public une offre de titres pertinente et accessible, une actualisation constante des collections est nécessaire et qui concerne environ 2000 documents en moyenne qui sont retirés des rayonnages chaque année. Alors que les ouvrages les plus abîmés sont détruits, d'autres seront vendus lors de la braderie annuelle organisée à la médiathèque la deuxième quinzaine de septembre. Les invendus seront ensuite transmis à Recycle Livre qui recyclera ou vendra les livres donnés. Pour concilier l'esprit de cette braderie qui vise à donner une seconde vie aux livres et l'optimisation des recettes, il est proposé que la tarification soit la suivante. 1 € pour les livres ados, adultes, DVD, CD. 1 € les 2 romans édition de poche. 1 € les 3 revues et romans première lecture. Les invendus seront transmis à Recycle Livre. Le produit de la vente sera réaffecté à l'achat de petits mobiliers et de matériel pour la médiathèque. Alors la bonne nouvelle, normalement, c'est la dernière fois que nous aurons à voter cette délibération, puisque n'ayant pas de date précise, on ne sera plus obligé de la représenter tous les ans, sauf si nous décidons de changer les tarifs. Voilà. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité. Merci beaucoup. Merci Séverine. Donc maintenant Julien va prendre le micro pour un autre dossier qui concerne la jeunesse. La structure d'information jeunesse dit SIGE. La délibération suivante, elle concerne toujours la structure Info Jeunesse, mais cette fois c'est pour une convention d'accueil de bénévoles dans le cadre de l'atelier soutien scolaire. Et oui, donc ça suit effectivement, ça se suit, donc la SIGE se développe. Et dans le cadre de son développement, on souhaite mettre en place des ateliers de soutien scolaire destinés à accompagner les collégiens et les lycéens en dehors des heures de classe. Alors, pour réussir cette démarche et pour également la pérenniser, ça nécessite le recours à des bénévoles qui sont qualifiés et qui disposent de compétences que nos agents n'ont pas forcément dans des domaines particuliers, donc pour assurer un encadrement pédagogique de qualité. Du coup, pour pouvoir, on va dire, conventionner avec ces bénévoles donc qualifiés pour l'aide aux devoirs et pour développer, et c'est important quand même, un projet de soutien scolaire qui serait entièrement gratuit. Donc, il convient donc d'approuver le principe d'accueil d'un bénévole dans le cadre de cette structure. Alors, dans le cadre de cette convention, effectivement, il y aura des engagements de la part du bénévole, des engagements de la part de la collectivité, donc notamment pour le bénévole, être présent de manière régulière et à l'heure, en cas d'absence de prévenir. Alors c'est du bon sens, mais il n'y a pas de mystère, en fait ça va permettre de protéger aussi bien la personne physique que la collectivité.
Donc faire un état des présences à chacune des interventions, respecter les consignes de sécurité, être un référent, maintenir un partenariat, etc. etc. Il est important de souligner également que cet atelier de soutien scolaire, ce sera le mercredi après-midi de 14h à 16h. C'est à l'article 6 de la convention de partenariat qui vous indique le temps de travail, entre guillemets, du bénévole qu'il fera à titre gracieux au profit de la structure Info Jeunesse. Voilà, donc en fait, cette convention, ce sera une convention type qui sera signée avec tous les intervenants que nous serons amenés à avoir au sein de l'actuel hôtel de ville. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des remarques, mais je pense que c'est plutôt positif que de pouvoir proposer des ateliers de soutien scolaire dans des domaines spécifiques et de faire recours à des bénévoles qui veulent encore s'engager au profit d'autrui. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Et merci. Eh bien, le suspense est total, puisqu'il ne nous reste plus qu'une délibération. Allons-nous la voter à l'unanimité? Mon cher Bruno, je vais te donner le micro. Merci, monsieur le maire. Et enfin, pour terminer ce conseil municipal... Oui, comme ça, là, c'est bon, ok. Alors, approbation d'une convention de mise à disposition d'un moniteur au maniement des armes MMA dans le cadre des formations de l'armement des policiers municipaux. Afin de répondre aux exigences obligatoires et fondamentales des entraînements au maniement d'armes, tels que définis par les articles du Code de sécurité intérieure, et dans le but de maintenir leurs compétences, les policiers municipaux effectuent chaque année plusieurs séances obligatoires d'entraînement encadrées par un moniteur du maniement des armes et certifié par le CNFPT, Centre de la fonction publique territoriale. À cet effet, afin de maîtriser le calendrier et le coût de ces formations, la ville de Clessouilly a fait le choix de recruter un moniteur de maniement des armes et de conventionner avec un centre de tir agréé. Néanmoins, pour mettre en place ces séances, dans les conditions imposées par le centre de formation, il convient en plus de la présence du moniteur de convoquer au minimum 4 policiers municipaux. À cette fin, et pour ne pas désorganiser le fonctionnement et l'activité du service de police municipale de Clessouilly, il est nécessaire d'intégrer les policiers municipaux d'autres communes pour compléter ces séances. C'est pour ces raisons que la ville de Vilvoday, qui ne possède pas dans ses effectifs de moniteurs de maniement d'armes, s'est rapprochée de notre collectivité pour la formation de ces policiers municipaux. Au vu de ces intérêts communs de notre ville, il est envisagé de mutualiser nos militaires de maniement des armes pour la réalisation de ces formations. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Abstention? Qui est contre? Eh bien, une nouvelle fois, à l'unanimité. Bien, merci Bruno. Effectivement, toutes les communes de François de Navarre ont des problèmes de sécurité et il est important que, en tout cas dans nos recrutements, on a un maître d'armes et c'est important qu'on puisse s'associer avec les communes pour les aider à former leurs agents. Il n'y avait pas de questions diverses, sauf erreur de ma part. Hein, nous n'avions pas de questions diverses. Donc le conseil, qui était un petit peu plus long que d'habitude, parce que nous avions beaucoup d'ordre du jour, s'achève. Vous dire que nous aurons un prochain conseil municipal, normalement le lundi 1er juillet, si je ne m'abuse. Voilà. Même heure, même endroit. Ça sera le dernier conseil avant les vacances d'été. Nous sommes à la veille d'un pont pour ceux qui vont le faire d'ascension. Donc je vous souhaite à tous de profiter du soleil qui revient. J'en profite un dernier petit mot pour me féliciter que nous n'avons pas été inondés malgré toutes ces pluviométries incroyables que nous avons subies ces derniers temps. Donc ça veut dire que le travail qui est fait par le syndicat de la Beuvronne, son président qui est ici à mes côtés, et puis pour ma partie avec la communauté d'agglomération, eh bien, quand ça ne va pas, les Français ont un peu tendance à le dire. Je vois notamment une habitante de Maupertuis en face de moi et une autre du Clos Monsieur. Et les bassins étaient bien pleins, mais ils ont tenu.
Alors, faut pas faire le malin parce que, bon, si ça pleuvait encore comme ça pendant 3 semaines, peut-être qu'on aura des difficultés. Mais en tout cas, on peut s'en féliciter. Donc, bonne soirée à tous. Prenez soin de vous surtout. Et puis, au 1er juillet, avec grand plaisir. À bientôt.